bonjour à tous, ou rebonjour si vous avez déjà assisté à la table ronde de 15 heures. L'intitulé de celle-ci est Impact numérique sur les pratiques professionnelles. On va donc aborder la maquette, mais les tablettes, smartphones, drones, impression 3D, enfin tous les nouveaux outils qui révolutionnent la construction et font évoluer les pratiques professionnelles. Des nouvelles technologies qui créent plus d'autonomie, qui contribuent à augmenter la productivité des acteurs du bâtiment et à faire émerger de nouveaux marchés. Avec nos deux intervenants, nous allons découvrir ces solutions et ces opportunités. Tout d'abord avec Jean-Michel Laplace, qui préside la société Laplace, spécialisée dans les métiers d'ingénieur OPC, d'économie de la construction et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, y compris AMO-BIM depuis 2014, et qui nous précisera le rôle qu'il entrevoit pour les économistes de la construction alors que de nouvelles offres de services apparaissent. Et Benjamin Perry, cofondateur de Gespro, qui nous présentera sa solution qui consiste à offrir une plateforme de travail collaboratif et d'échange documentaire en ligne qui vient compléter le BIM. Vous nous en direz davantage sur cet outil et sur les changements qu'il pourrait amener. Monsieur Frédéric Pradal se fait excuser, il est retenu à Nîmes en raison des problèmes de transport. Et il nous aurait présenté Bativigi, un service de lutte contre le travail illégal sur les chantiers, qui est aussi une plateforme numérique de partage d'informations. Avec Monsieur Laplace, on tentera de la présenter tout de même. Donc Monsieur Laplace, vous êtes fils d'entrepreneur en maçonnerie, vous avez été secrétaire général de l'Intec, et vous suivez de près les évolutions qui modifient le positionnement de l'économiste. Pouvez-vous nous éclairer sur ces nouvelles pratiques professionnelles et sur les opportunités qu'elles présentent ? Oui, la révolution numérique, ce n'est pas celle du bâtiment. Elle est tout secteur dans la vie de tous les jours, on le verra. La révolution numérique dans la construction au sens global, le numérique et l'économiste, les outils et supports, les fonctions plus détaillé en phase étude et en phase réalisation, ce qu'on fait. Et bien sûr, le positionnement qu'on peut envisager, soit avec ces nouveaux matériels ou ces nouveaux logiciels, mais surtout avoir une attitude commerciale que l'on regardera. Vous m'entendez bien? C'est bon? C'est parti. Alors, la révolution numérique, tout secteur. L'industrie du futur est en marche. Les secteurs, notamment médicaux, bancaires, aéronautiques, automobiles, navals, secteur de commerce et grande distribution, maintenant l'industrie. Donc tout est parti et tous les jours, même avec la monétique, vous êtes confronté au numérique. Voilà. Donc c'est la lame de fond qui remet en cause l'ensemble des activités, des relations, des organisations au sein de nos sociétés, en relation avec la numérisation croissante de toutes les informations, texte, images, son et les possibilités de traitement associées. Je fais une petite parenthèse, je pense que sur l'évolution la plus importante, c'est l'image. L'image, au départ, elle était assez statique, elle était figée par une photo. Ensuite, le langage vidéo numérique en mouvement amène une information. Et aujourd'hui, de prendre une photo avec certains logiciels, on sait la positionner en GPS à l'endroit exact. Et en matière médicale, cette photo sera un élément essentiel à la chaîne de traitement contre une tumeur ou autre. Donc, même dans notre métier, l'image, on en parlera tout à l'heure, c'est un témoin, l'image, c'est l'instant présent, mais ça devient une donnée data que vous pouvez utiliser, données financières, simplement par un contrôle d'avancement de l'image et autres. Donc, pour moi, la révolution, c'est l'image. La révolution numérique a commencé dans les années 65 avec l'apparition des premiers ordinateurs équipés de circuits intégrés. Depuis, les performances de ces circuits, microprocesseurs, mémoire, miniaturation, ont doublé tous les 18 mois. C'est la fameuse loi de Moore qui a permis de développer prodigieusement les outils numériques. Réseau de communication, ordinateur, tablette, téléphone mobile, clé USB, si vous voulez. Aujourd'hui, une clé USB de plusieurs gigas, ça correspond à peu près à 40 000 pages de papier. Donc, toutes ces applications sont quotidiennes et elles sont connectées. C'est l'évolution vers des systèmes intégrés. Alors, c'est ce qu'on disait en aparté avec mon confrère tout à l'heure. On génère beaucoup de données. La vraie problématique sera
la centraliser, la sanctuariser. Alors on parle du cloud, moi aussi je l'utilise, mais je ne suis pas très rassuré parce que je suis un vieux de la vieille et tant que j'ai pas chez moi, dans un coffre-fort, une clé USB ou un truc, ça me rend un peu malade parce qu'on voit qu'il y a des pannes de temps en temps. Si quelqu'un veut faire sauter toute l'information, il la fera sauter, mais le numérique passe forcément par le big data. Donc on s'aperçoit que sur les chantiers, aujourd'hui, on génère énormément de données. Hein, sur une maquette même de 20 000 m² de bureau, je peux vous dire, c'est énorme toutes les données qui vont depuis le serrurier, l'économiste, l'architecte. Donc c'est la maîtrise de la data, il faudra trouver certainement des sécurisations sur ce sujet. Enfin bref, tous les filets numériques se resserrent sur des mailles plus fines. C'est ce qu'on appelle de granulométrie d'information, qui couvre l'ensemble de nos activités, sans parler des robots dotés d'intelligence artificielle, capables, nous dit-on, de nous supprimer dans quelques temps. On l'annonce pour certaines fonctions comptables. Donc si la fonction comptable est menacée, également pour nous, dans les données métriques et financières, mais bon, il faut le prendre avec philosophie. Hein. Les comptables qui achèteront des robots feront travailler leur cadre pour les surveiller. Ça sera très bien. Voilà. Donc la révolution numérique de la construction, conception, simulation, gestion de production, impression 3D, des produits toujours plus performants, des délais toujours plus courts, plus de compétitivité, moins de risques de défaut de conception. Je m'arrête un tout petit peu là-dessus. C'est que vous êtes économiste comme moi ou industriel. Bien sûr, pour produire un chantier, il faut le concevoir. Et jusqu'à présent, on s'est aperçu que l'ordre dans la construction n'était pas tout à fait très réglo. Les architectes travaillent dans leur coin, les économistes dans l'autre, les bureaux d'études techniques dans l'autre, et puis l'entrepreneur qui avait traité à un prix un peu idiot réinvente la conception, réinvente des choses, et puis on s'aperçoit que le dossier marché est rarement mis à jour. Les DOE, c'est toujours fait sur le coin d'une table, c'est pas terrible. Donc là, l'enjeu, c'est bien ce qui va se passer avec le numérique. Plus de discipline et surtout concevoir virtuellement l'ouvrage avec des techniques que l'on n'utilise pas aujourd'hui ou peu. Quand on parle de prototypage, bon, sur les gros chantiers, quand on a fait un prototype façade, un prototype couloir, une chambre témoin ou autre, c'est du prototype, mais qui n'est encore, je trouve, peu utilisé, mal utilisé. Pourquoi ? Parce que quand on commence à le faire, le chantier est démarré. L'idée aujourd'hui, c'est d'intervenir comme un industriel, c'est-à-dire on construit virtuellement tous ensemble, on a le droit à l'erreur, on simule avec des outils de simulation et on travaille, vous le verrez, en réalité augmentée pour voir les défauts de conception, les tests avec des imprimantes 3D de vraies maquettes, soit à échelle petite ou à grandeur de certains objets. Donc l'imprimante 3D est un outil aujourd'hui qui est à la portée de pas mal de bourses. Et je pense que notre travail évoluera avec la simulation. Pourquoi ? Deux choses, je pense. Maîtrise des coûts, prendre en compte mieux et dans un délai record les demandes de nos maîtres d'ouvrage, soit qu'ils soient process notamment, et puis éviter la sinistralité, puisque souvent le sinistre est un échec. Des fois, il est constaté même que le chantier n'est pas terminé. Donc la technologie de simulation doit permettre d'éviter toutes ces choses et d'avoir un vrai dialogue avec les concepteurs et le maître d'ouvrage. L'attente d'un logement décoré, ancien ou ultramoderne, doit être dans un claquement de doigts une possibilité. Donc meilleure écoute, meilleure simulation financière en temps réel, meilleure simulation de production de planning, Lean et compagnie. Voilà. Donc le numérique et l'économiste, je l'ai listé un peu à l'après-vert volontairement, mais je vais le faire vite. Hein. La pratique numérique, aujourd'hui, c'est de A à Z. Alors quand je dis ça, c'est que j'en parle savamment, puisque on a fait 2 opérations en bêta-test, dont un siège social pour le Crédit Agricole, où on a démarré dès le programme, puisque je suis AMO, on a fait le programme, les bases de données de surface sont déjà des données avant de dessiner. Vous avez dans les bases de données les surfaces, les grandeurs, largeurs demandées, le nombre de sièges,
les sols que l'on veut, les plafonds, la luminosité, les températures, les équipements spécifiques de sécurité, Wi-Fi ou pas, les portes ultra sophistiquées ou non, les contacts de feuillure. Donc tout ça, ça peut être fait au moment du programme, avec des fiches d'espace. Donc c'est déjà des bases de données. Il suffit de leur mettre un code qui se rattacherait par exemple à la méthode Intec, qui est une méthode fonctionnelle. Eh bien déjà, vous avez une trame avant que l'architecte ait dessiné. Donc c'est bien l'initiation, la mise en place de bases de données. Le jour où on passe au concours en esquisse, l'architecte, bien sûr, fait sa maquette sur un logiciel de conception 3D, Revit ou autre, Archicad. Et dès lors, le programmiste peut se connecter avec sa propre base de données ou l'échanger dans le programme avec l'économiste qui, lui, va faire ses notices descriptives, les bureaux d'études et enrichir cette base de données qui sera connectée à cette maquette 3D pour que tout le monde travaille dans le même sens d'information, meilleure synchronisation de l'information, simplement par un jeu de code. Le code d'isolant foam glace, pour la toiture, on va dire, c'est le code CEB Intel. Il est recensé comme ça, avec une fiche en IFC, avec des outils 3D que l'architecte peut utiliser ou le bureau d'études. Nous, dans la planification, dans le chiffrage, on utilise ces mêmes codes. Alors ça paraît tout à fait banal. Donc estimation, simulation financière, ça se fait avec à partir de ces bases de données et votre logiciel de maîtrise dédié ou non, ou simplement Excel. Ça marche très bien. Approche de délai avec ces simulations de modèles en 3D et de repérage d'objets, on sait mettre dans les bases de données des temps, c'est la notion 4D, des temps de pause, des temps de réalisation. La notion 5D avec les prix. Donc tout ça, ça s'enrichit. Donc quand on a des simulations de production, on dit mon bureau, vous le faites en combien? Alors j'aime raconter la dernière opération qu'on a traitée. C'est simplement le client, lui, il a des logements étudiants à faire. Qu'est-ce qui nous a fait remonter le contrat par rapport aux autres qui étaient à côté en tant qu'AMO? Moi, au premier entretien, j'ai dit, écoutez, ce chantier-là, il se fera avec 3 grues, en 10 mois d'exécution, avec tant de personnes sur le chantier, ça vous coûtera tant. Avant l'entretien, on a eu 2 jours de préparation avec nos programmistes et ça s'est fait comme ça. Le client me dit, écoutez, on fait affaire ensemble tout de suite. Vous êtes les seuls à nous avoir donné cette façon d'aborder le sujet. Comment l'aborder? C'est simplement avec des ratios tenus au jour le jour de production, c'est-à-dire vous prenez vos comptes rendus de chantier où vous repérez les effectifs corps d'État par corps d'État, vous repérez les rythmes de facturation, les rythmes de coulage et autres, ça vous fait des bases de statistiques. Ça, j'ai pas tendu le BIM pour que ça se fasse, mais les supports numériques nous permettent de le faire. Mais c'est la force de frappe qu'on peut en dégager avec des données précises et numériques. Alors, on continue un peu le tour. Donc, les approches de délai, les approches quantitatives qui sont générées automatiquement par le dessin et redéclinées en ouvrage ou sous-ouvrage par l'économiste ou par les bureaux d'études. Base de données et cartes pédagogiques, IGM, BRGM, contraintes aériennes, tout ça c'est du numérique, c'est sur Internet. Donc quand on fait une étude de production de chantier ou de fondation ou autre, on a toutes ces cartes, toutes ces cartographies. Aujourd'hui, on n'invente rien. Sur le plan économique, pour vous recouper, vous avez des bases de données de la cellule économique, Loire-Bretagne ou autre. Vous avez plein de données. L'important, c'est de les manipuler, tout simplement. En APS et DCE, tout ce qui a été généré au programme en esquisse est consolidé. En fait, l'intérêt, tous ces modèles numériques, à chaque étape, on prend une base qui a été scellée dans le marbre. Et je vous raconte l'histoire, c'est que pour les premières utilisations en bêta-test, nous avons déposé chez un huissier. Pourquoi? Parce que c'est du bêta-test, on ne sait jamais par qui on peut être attaqué, ou par des concurrents, ou par des entreprises ou autres. Donc c'est déposé, c'est sanctuarisé, et c'est contradictoire. Et ensuite, on passe à l'étape suivante par une copie. Donc ça sert de base et on l'enrichit tout simplement.
Et on passe au suivi documentaire au fur et à mesure, c'est-à-dire, Monsieur Ferry vous en parlera plus largement, mais le suivi documentaire, quand on vous a parlé de Big Data, eh bien, c'est toute cette génération de données qui doit être ordrée, repérée, mise à jour en temps réel. Également, dans le numérique, on arrive et y adjoindre même de l'assistance juridique traçable, avec du tracing sur les sites de consultation des données tel jour, pour les arbitrages de retard ou d'erreurs de version. Il faut bien savoir que le juridique entre en jeu, comme sur la nature de nos prestations. Pour faire un travail en numérique, il y a bien une mutation de notre travail d'économiste. Donc, je crois dans les ateliers précédents, on a dû en parler, le juridique est important. Et vous devez écrire en tant qu'AMO ou économiste les contrats des architectes qui vont venir, les règlements de concours. Et bien sûr, on touche la notion de propriété de données, d'une part, de la sauvegarde de données, et de qui fait quoi. Dans le temps, c'était facile de dire, l'économie, c'est l'estimation descriptive. L'architecte fait les plans, le bureau d'études fait les calculs thermiques, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est pas si simple que ça. On le verra dans la gestion des codes objets. L'économiste intervient, à mon avis, énormément. Il n'intervient pas n'importe comment, donc il faut mettre en place des architectures, des bases que tout le monde partage. Donc ça, c'est la mise au point qui est technique, juridique. Le suivi documentaire, on en a parlé. L'assistance normative aussi, bien, c'est du numérique. On s'y rattache tout simplement sur les normes, le code de la construction, les DTU, les jurisprudences, mais aussi les documentations. Donc les assistances normatives doivent se recouper. Quand on accepte un objet qui n'est pas fabriqué par des Français, des fois ça arrive, qu'on pas les agréments CSTB, les équivalences, toutes ces choses-là. L'assistance juridique entre dans le numérique et l'assistance normative. Donc, c'est une composante qu'on doit retrouver, partager avec les sites que vous proposez. On fait beaucoup aussi, à partir de ces modèles numériques, rapidement des simulations de chiffrage, je vous dis bien, 5D. Et il y a uniquement les prix unitaires qui sont rattachés à des codes. Les valeurs numériques sont générées quasi automatiquement, vérifiées quand même et recoupées par ratio. Les chiffrages détaillés sont déclinés par sous-objets. Alors il existe sur des plateformes spécialisées des bordereaux types qui nous donnent des temps, des prix et autres. Donc il y a plusieurs sociétés spécialisées autour de nous qui font ça très bien. Il y a Gespro, c'est ça. Il y a Gestobat qui sont des confrères aussi, qui travaillent beaucoup pour la RATP et la SNCF, mais chacun peut utiliser ce bordereau. Alors, les notes 6 d'organisation sont toutes basées sur des données statistiques, c'est-à-dire quand on démarre une opération, on doit être capable de dire comment elle sera phasée, dans quel temps, comment elle sera livrée, et ainsi de suite. Donc c'est de la statistique pure que l'on peut rattacher à un modèle numérique. Dès lors où on a les surfaces de plancher, les volumes à construire, le nombre de poteaux, on sait sortir tout ça facilement et on sait décliner les effectifs qu'il faut derrière, donc les baraquements, les cantonnements, les parkings et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est de la simulation nécessaire pour cibler les opérations en termes financiers et de planification. Les bases de données de sécurité sont importantes aujourd'hui, puisque quand on parle de modélisation, vous faites certains du SPS. Eh bien, aujourd'hui, on a des maquettes en 3D avec les trains de banche, les sécurités, toutes les nacelles et autres. Donc tout ça, ça vient aussi dans le numérique. Donc il y a des bases de données qui se spécialisent. Vous pouvez les créer vous-même avec tous les outils corps d'état par corps d'état, ça se fait. Il y a également sur la sécurité, on parle de sécurité des personnes. On le verra tout à l'heure avec le produit Bativigie, puisque quand on parle sécurité sur un chantier, il y a sécurité, je dirais, active, passive, et puis il y a le personnel sur le chantier qui est contrôlé, travail clandestin et autres. Ça se gère aussi par des bases de données. Vous avez des bases de données économiques, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a des observateurs nationaux par le gouvernement, l'INSEE,
les cellules économiques, vous-même, nos syndicats professionnels, le moniteur qui a ses... vous aussi, vous pouvez avoir vos propres bases, et je vous dis de ratio. Base de données de fiches techniques, exemple FDES. Alors pour les fabricants, ça veut dire quelque chose. Il y a aussi des bases de données dans les fiches de sécurité, de toxicité et autres, avec les pathologies, ça existe. Il y a les supports et guides de l'Intec, aussi numérisés, qui sont excellents. Il y en a la filière acier, filière bois, filière béton. Tout ça, c'est du numérique que vous pouvez câbler sur vos propres stats et vous recouper en 2 temps, 3 mouvements. Donc, en gros, quand on fait une estimation, il y a un prémétré qui est fait avec la 3D. Il y a nos ratios au mètre cube ou en chab ou en chon. Et puis, dernier point, il y a toutes les données des guides de l'Intec. Quand vous faites filière acier, vous avez des prix au poids de kilo à apporter. Tout ça, c'est du numérique, mais la difficulté, c'est d'avoir toute la boîte à outils dans son ordinateur, bien coordonnée, pour avoir toujours à jour les bons renseignements. Les modélisations thermiques, vous le savez, aujourd'hui avec les RT2000 et tous les labels, on a des simulations tout à fait pertinentes avec les ensoleillements et autres. Acoustiques, les modélisations acoustiques dans les auditoriums. On a des gens qui font ça très bien, des acousticiens. On a vu les ACT, vous connaissez toutes les bases de données également, les audits d'entreprise par statistique, en intégrant leur propre bilan par société.com, connaître leur chiffre d'affaires et autres. Tout ça, c'est du numérique. Préparation des marchés, pareil. Ça se fait aussi en données numériques. On passe. C'est bientôt fini pour la liste. Donc Visa, on peut aller pareil. Tout ça, c'est surveillé par des GED avec suivi des visas, mise à jour. Le DET, annuaire entreprise, organisation, organigramme, ordonnancement, suivi financier, quantité, tout ça, ça se fait à partir de modélisation, pareil, puisqu'on a rentré les bons codes des bons objets. On sait dire que l'avancement de 100% d'un plancher génère 100% de facturation. Tout ça, ça se fait en 3D, 4D. Suivi des sous-traitants, agrément. Organisation, méthode de production, pareil, avec les mêmes bases de données et la compétence des entreprises et des bureaux d'études. Organisation logistique et approvisionnement. Là, le numérique avance beaucoup d'une façon automatique, avec gestion des flux, supply chain, et gestion physique sur chantier, consommable direct ou stockage plus long. Les contrôles des salariés sur site Bativision, on en reparlera. Contrôle thermique acoustique par caméra, donc là par drone ou depuis le sol, ou par scanner spécialisé. Reportage d'avancement en travaux. Donc vous voyez, j'ai listé volontairement tout ce que vous faites quotidiennement, vous, économistes, en priorité. C'est ce que vous faites comme travail, mais tout ça, c'est décliné et c'est chaîné. Voilà, on passe au point suivant. Les RDT, vous savez bien qu'on gère sur des tablettes les réserves, les DGD, la GPA, pareil. Donc, quand vous avez un bon DOE en maquette numérique, chaque objet est numéroté. Donc, dès qu'il y a une action de garantie ou autre, c'est parfaitement suivi. La GMAO qui enchaîne derrière pour le suivi financier et facility management, pareil. C'est les mêmes maquettes qu'on utilise et qu'on enrichit avec des savoirs différents de suivi comptable et de renouvellement avec des bases de durée de vie. Des constructions, bien sûr. Pareil, base de données, calcul de déchets, quantification CO2, suivi des bordereaux suivis. Voilà. Donc c'est notre quotidien, c'est du réel. Alors avec quoi on fait je ne vais pas vous lister tout ça, mais globalement très vite. C'est du scanner, c'est de la tablette, c'est des chaînes d'ordinateurs portables, mais aussi maintenant c'est le drone, sur des applications très précises de diagnostic ou de suivi d'avancement. Je dis bien le scanner 3D aussi en nuage, 3 points, 3D qui vous fait des constats, mais aussi on peut faire des constats d'avancement très précis avec. Et puis les GED et gestion documentaire qui peuvent aller jusqu'à la PLM, parce que la GED elle-même qui est du stockage non intelligent, finalement ça va pas très... ça existe, mais maintenant on va sur des GED intelligentes avec des systèmes, avec les maquettes. Dès lors où on a des mises à jour, elles sont faites avec des alertes
que la GED déclenche, ou même automatiquement. Je l'ai vu dernièrement sur des produits industriels avec Dassault Systèmes, où dès lors un objet est corrigé, tout le monde est au courant et toutes les applications se corrigent automatiquement. Ça va sortir sur le marché bâtiment très bientôt. Voilà. Et ensuite, dans les supports, foult de logiciels. Je ne suis pas là pour vendre du logiciel, mais du logiciel 4D, vous en avez. Vous avez Synchro. En chiffrage, il y en a plein, dont Attic ici et autres. Donc c'est du quotidien, gestion de flotte, gestion d'équipe, ressources humaines, gestion de maintenance GMAO. Il y a un gros travail à faire, l'économiste. C'est le DOE, qui est souvent une pièce morte et qu'on utilise en cas de sinistre. Aujourd'hui, il faut le rendre vivant, il faut le vendre sur un marché récurrent. L'économiste peut vraiment l'utiliser et le vendre avec les bons logiciels et devenir un facility manager. Bativigie, on le présentera tout à l'heure, on passe. Les fonctions en phase étude. Vous avez sur ce petit tableau, vous avez surtout ce qu'on a représenté, on revient sur les maquettes numériques, mais l'économiste peut être producteur de données. C'est lui qui sélectionne pour l'architecte très souvent le catalogue de matériaux qui va bien avec le prix, donc la gestion des objets 3D. Il donne des informations en 4D sur les bases de données de délai, sur les coûts 5D. Il donne également des informations de durée de vie qu'il va chercher dans les FIS FDES ou dans certaines publications du ministère de l'économie. Les données de recyclage également SCO2. Donc aujourd'hui, tout ça, il y a quelqu'un, parce que quand l'architecte dessine, il a d'autres chats à fouetter, mais vous, en tant qu'économiste, vous frottez à toutes ces données. Donc vous pouvez être producteur de données et vous imposer là-dessus. Et donc c'est ce qui fait évoluer un peu le métier sur le plan administratif. L'animation des cellules de synthèse, donc 3D et GED. Ensuite, le compilage et des estimations, chiffrage, les bases de GTB. Donc tous ces travaux se font à l'aide d'outils. Donc on parle bien de scanners, de réalité virtuelle et réalité augmentée. C'est bien ce que je disais, quand on fait maintenant du numérique, on simule. Donc on travaille. Alors bien sûr, vous me direz sur les affaires, si c'est pas prévu, de parler de réalité augmentée ou pas, ça coûte des sous puisque c'est souvent des spécialistes qui font ce genre de travail. Également, on a mis en haut toutes les cartographies thermiques, Google Earth. Hein, c'est un petit panorama qui sera mis à votre disposition si vous voulez. On voit les formations acoustiques, les imprimantes 3D. On voit aussi les big data qui se mettent en place, et ça, vous n'avez pas forcément chez vous. Donc, il faut bien un endroit où on sanctuarise toute l'information. Ça existe. Et tout ce que je vous présente là, en gros, c'est ce qui est fait dans l'industrie depuis 5 ans, 10 ans même. Dans le bâtiment, toute cette chaîne-là, elle est pas encore bien connectée. Donc, ça se fait. Il y a des éditeurs qui travaillent dessus. Vous-même, et travaillez partiellement. Mais sachez que tout est connecté. Chez Dassault Systèmes, la solution industrielle est entièrement connectée. Actuellement, ils sont en train de travailler pour vous proposer une chaîne bâtiment. Ça sortira dans 1 an. Voilà. On passe. Les fonctions en phase réalisation, qu'est-ce qu'on utilise? Bien, on utilise de la caméra thermique, de la caméra pour faire du time-lapse, prise de vue tous les 30 minutes, par exemple, refaire des films. Ça sert pour comparer la planification 4D qui, elle, est virtuelle. Et là, vous comparez heure par heure, dans une phase précise, ce qu'on a prévu sur le planning. Dessous, vous voyez 3 graphiques. C'est la logistique, c'est analyse des flux, supply chain, organisation des stockages et livraison. Donc ça, c'est des solutions que vous pouvez acquérir en logiciel et développer avec les entreprises et les fournisseurs. Donc vous faites, vous économistes pendant le chantier, gestion financière par maquette au code CEB, scannage 3D pour les avancements existants et autres. Vous faites de la gestion de données GED et BIM management. Bon, il y a des gens spécialisés, mais tout le monde pourra le faire avec sous-traitance et co-traitance. Donc si les économistes ne se positionnent pas, c'est les bureaux d'études qui le prendront, je vous le dis. Planification 4D, pilotage au PC, ben ça se fait.
Organisation logistique avec ces systèmes que je vous propose, ça peut se faire. Donc il y a des solutions toutes prêtes, mais que vous pouvez développer, vous, intelligemment pour des petites affaires. Hein, petites affaires, grosses affaires, c'est le même raisonnement. Hein. Gestion des personnels par Bativigie, on en parlera. Rétroconception, ça c'est un terme que je suis sûr que pas beaucoup connaissent. C'est des gens de chez Jasso qui m'ont expliqué. Quand eux font du prototypage, une fois qu'ils ont fabriqué 2-3 modèles, ils font des rétroconceptions par scannage de l'objet qui nous donne toutes les données qualité et numériques. Et nous, une application toute bête de rétroconception avec des scanners, c'est fabriquer le DOE. Vous faites sur 10 000 m², vous mettez 4 scanners qui montent niveau par niveau. Ils vous scannent tout et vous faites... Ensuite, vous remontez la maquette DOE et vous la confrontez avec la maquette marché. Un poteau qui était prévu 40-40 qui passe en 38-39, c'est pas 40-40. Et pour des réseaux, c'est important. Et pour le contentieux aussi. Donc ça, la rétroconception, j'ai découverte il y a peu de temps. Et on m'a dit comment ça marche. Vous avez le téléreporting et les cams, donc time-lapse reporting, et les drones. Les drones en avancement. Aujourd'hui, c'est plus du cinéma, c'est du vrai. Avancement diagnostic. On passe. Donc, en conclusion, le positionnement de l'économiste. En fait, il n'est pas tout seul, vous l'avez vu, puisque la révolution numérique existe. Donc, ce que je veux dire, c'est que la conception des camaillons de la construction. Et quelqu'un qui l'ignorerait, c'est bien dommage. Donc, on n'est qu'un maillon. Et on est la petite graine virtuelle qui va permettre de planter et de fabriquer. Fabriquer, poser, exploiter. Donc, quand on dit fabrication, c'est bien les fabricants qui sont intéressés. Donc, bonne maîtrise de l'information. Donc, c'est un maillon où l'économiste peut se positionner. La mutation passe par un positionnement de nombreux services annexes ou nouveaux. Utilisation des drones, tout ça, c'est à vous de l'apprendre. Avec de nouveaux matériels, applications et logiciels. Alors, il faut faire les bons choix, ça c'est difficile. Remarquons que ces nouvelles opportunités passent par la gestion de la donnée et le big data où l'économiste doit modifier sa façon de produire. En phase conception, quantitative, CCTP, estimation, planning, passent toutes par une chaîne de codification indissociable de la maquette 3D. L'économiste devient producteur de données, tout comme celui qui dessine en 3D. Ceci sur un support unique, la maquette 3D. Il importe sur les bases de données les objets préparés par les fabricants, les codifie, les incrémente en prix et en temps de pause. Ensuite, en phase réalisation, imagerie numérique, scanner 3D, drone, caméra time-lapse sont des outils de précision inégalés pour assurer la traçabilité pour la gestion financière, le reporting global, la confection des DE, mais aussi bien d'autres applications, notamment futurs sinistres, ils peuvent être simulés, notamment de sécurité du site. En phase d'exploitation, les données provenant de la maquette et celles de la GED et de la GTB, si celles-ci ont été administrées par l'économiste, alors qui est le mieux placé pour assurer la maîtrise de maintenance, faciliter le management à l'aide de la GMAO. L'économiste peut enfin programmer de l'activité récurrente, tant mieux. Sachons nous positionner et être acteurs de la modernisation, de la construction, qui inévitablement accompagnera la révolution de la robotique dans les ateliers et dans les chantiers. Voilà. Merci beaucoup. On enchaîne avec donc Monsieur Benjamin Perry, cofondateur de GESPRO, une société que vous dirigez depuis 2014. Vous aviez auparavant travaillé au contact des professionnels du bâtiment pendant plus de 10 ans comme responsable de projet. Et aujourd'hui, la solution que vous proposez au monde de la construction consiste à développer une plateforme de travail collaboratif et d'échange documentaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cet outil et sur les changements qu'il pourrait amener pour les professionnels de la construction? Bonjour. Pour rebondir sur la présentation qu'on vient de voir, on a tous compris qu'un des enjeux du BIM et de la révolution numérique, c'est la collaboration entre tous les acteurs du projet. En fait, il faut que les acteurs du projet puissent faire évoluer ce projet en parallèle et non plus de façon successive. Chez GESPRO, ça fait de nombreuses années que notre travail consiste à développer une plateforme d'échange collaboratif sur le web et qui est dédiée au projet de construction. Cette idée de plateforme collaborative n'est pas arrivée par hasard ou par le cerveau d'un informaticien éclairé, mais nous sommes issus d'un bureau d'études en bâtiment spécialisé dans l'économie, l'OPC et la maîtrise d'œuvre d'exécution.
Et c'est à la lumière de ces problématiques et des problèmes rencontrés en phase projet ou en phase chantier que la plateforme GESPRO a été créée. On verra à quels enjeux on essaye de répondre et quelles solutions simples, le plus simple possible, nous essayons d'apporter. Et puis à travers quelques exemples concrets d'utilisation de la plateforme, je vous montrerai comment on essaye d'améliorer la collaboration entre tous les acteurs. Donc les problématiques et enjeux, c'est la diapo qu'on voit en ce moment. Donc vous le savez tous, un projet de construction, ce sont de très nombreux acteurs, le plus souvent dispersés géographiquement. Et on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure, un très important volume de données produit par tous ces acteurs. La question simple à résoudre, c'est comment réunir tous ces intervenants et les faire collaborer le plus efficacement possible. Souvent, on voit des échanges de données désorganisés, voire incontrôlés, alors qu'il y a une nécessité à maîtriser ces échanges et à les tracer. Les questions simples à résoudre, c'est où trouver l'information, qui l'a produite et quand est-ce qu'elle a été produite. La réponse GESPRO, la réponse de la plateforme collaborative, elle est représentée, pour une première approche assez simplifiée, par ce schéma. À gauche, on voit le schéma classique d'échange d'informations. On pourrait qualifier d'échange bilatéral, c'est-à-dire que quand on a une information à donner, on utilise aujourd'hui son mail, on choisit à qui on envoie l'information, on envoie cette information à travers un canal qui est inconnu de tous les autres acteurs, et notamment de la maîtrise du projet. Et ça amène à des situations que vous avez sûrement tous vécues, notamment en réunion, au projet, au chantier, du genre « mais tu n'as pas eu ce plan ? Ah, tu dois pas avoir mon mail. Ah, mais je t'assure, j'ai rien reçu, mais comment ça se fait ?» Et puis après, on palabre et on en reparle à la réunion suivante. Dans ce schéma-là, on ne maîtrise ni les échanges, ni la disponibilité des informations. L'idée du collaboratif, c'est de centraliser les données sur la plateforme, de réussir à gérer leur distribution et, pour aller un peu plus loin, leur cycle de vie. La plateforme, elle va garantir la disponibilité de l'information pour tous et sa traçabilité. Ça, c'est le principe de base de l'échange collaboratif. Et on va voir un peu plus en détail comment on a pensé les réponses qui sont apportées aux professionnels du bâtiment. Donc tout d'abord, une réponse métier, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un système qui a été créé par des acteurs du bâtiment. Et donc, on a essayé de donner une réponse qui correspond à vos usages. Donc, le principe central, c'est d'identifier les documents et de garantir leur traçabilité. Tout simplement, trouver la bonne information à jour et très facilement. Dans ces processus, on respecte les métiers de chacun des acteurs, on donne accès à tous les acteurs du projet de construction à la plateforme, et chacun, en général, a un rôle bien particulier ou bien déterminé. Et donc, on respecte ces rôles, notamment dans les chaînes de validation documentaire. Et, très important, on contribue à la réduction des litiges, puisque, on en a parlé tout à l'heure, le côté juridique est important, et la plateforme, la GED, va garantir une traçabilité et permettre de trancher parfois même avant que les litiges commencent, puisqu'on sait dire à quelle date ont été fournis les documents. On n'a pas à chercher ça dans des bordereaux ou dans des cartons où sont rangés des listings. Mais c'est aussi, après la réponse métier, c'est une réponse liée à la révolution numérique. On a appelé ça réponse 2.0, c'est-à-dire qui utilise tout le potentiel de l'outil informatique et lié à la révolution numérique, mais en essayant de rester proche de l'utilisateur. Donc on a trois idées principales dans cette réponse. C'est-à-dire, la première, c'est de donner accès très facilement à la plateforme, c'est-à-dire que c'est une plateforme web qui ne nécessite aucune installation sur le poste de l'utilisateur. Vous êtes avec votre tablette, votre smartphone, un simple navigateur web et vous accédez à la plateforme. Bien sûr, avec un login et mot de passe, mais vous pouvez changer, comme vous le souhaitez, de terminal. Deuxième chose, l'ergonomie et la simplicité d'utilisation. Sur un projet de construction, on a des entreprises unipersonnelles et des multinationales. On a tout type d'intervenants, de l'artisan à l'ingénieur. Il faut que tout le monde puisse l'utiliser très facilement. Donc ça a été pensé pour être utilisé sans notice. Et dernier élément qu'on aime citer, c'est éviter de saturer les utilisateurs de mails.
On a souvent cette remarque-là, oh là là, vous mettez en place une plateforme, on va recevoir 25 mails par jour de chez vous, c'est insupportable. Donc là, on a vraiment pensé ça avec des alertes mails ciblées pour avertir les intervenants quand ils sont réellement concernés. GESPro, c'est une plateforme collaborative avec une approche modulaire. C'est-à-dire que selon les objectifs du projet, selon la taille du projet et selon ce qu'on veut y faire, le niveau de maturité aussi de cette habitude de travailler avec le numérique, on peut déployer plusieurs modules. Donc je vais vous les détailler rapidement. Le premier module, c'est le module Centre Info, c'est la bibliothèque du projet. C'est là où on va rendre disponible l'information et la tracer. Le deuxième, DivDoc, il va permettre de gérer les circuits de validation et de s'assurer que tous les documents qui nécessitent une validation ont été transmis aux bons intervenants et ont reçu les validations nécessaires pour, par exemple, obtenir des documents bons pour exécution. On a lié depuis à peu près 2 ans un module d'OpenBIM collaboratif. On verra un petit peu en détail comment ça fonctionne. Il est lié à la gestion documentaire. Et un module qui est un petit peu à part, mais qui contribue à la bonne marche du chantier, c'est le module profit de gestion financière. On verra en détail comment ça fonctionne après. Donc on va voir maintenant pour chaque module un petit exemple d'utilisation par module. Donc la bibliothèque du projet. Ici, vous visualisez un dossier dans lequel des documents ont été déposés. Donc ces documents sont disponibles au téléchargement pour ceux qui ont les droits d'accès, bien sûr. Simplement, en cliquant dessus, on les récupère ou on les ouvre. On identifie les documents à la manière d'un cartouche, c'est-à-dire que via le moteur de recherche ou simplement à la lecture, on sait qui l'a déposé, à quelle date, et quel est l'identifiant de ce document, un plan, une notice technique pour l'étage 5 du bâtiment Y, etc., etc. On retrouve très facilement l'information. Et on assure la gestion des versions des documents. Donc ici, par exemple, sur la liste, en 3e peut-être, on a un document qui est à la version E. Par simple clic sur un bouton, on voit toutes les versions précédentes du document. Tout ça pour montrer que par défaut, on visualise une information à jour. Si on cherche le dernier plan, c'est pas compliqué, c'est celui qu'on voit à l'écran. Par contre, si on veut une information un petit peu plus ancienne pour remonter sur un historique, on a accès très rapidement à l'historique de toutes les versions. Donc ça, c'est un peu le cœur de la gestion documentaire. Et vous voyez sur la droite de la diapo des éléments en vert avec du VSO, par exemple. Vous comprenez ici que des documents obtenus un statut. Et c'est là qu'on passe au module de gestion des visas et des validations, qu'on a appelé DivDoc. Donc, ces documents qui ont reçu une validation, ils ont un état, ils ont un statut. Ils sont passés dans une chaîne de validation qui est prédéfinie. Prédéfinie, c'est très important parce que le dépositaire n'envoie pas les documents où il le souhaite, un jour à gauche, un jour à droite. Non, le dépositaire, quand il dépose ses documents, ils partent automatiquement dans la chaîne de validation qui a été prédéfinie au départ. Ces documents obtiennent un statut. Simplement en passant la souris sur l'icône verte, on voit quel statut ils ont obtenu. Et en cliquant dessus, on voit la diapo suivante qui montre l'historique d'un document et de toutes ses versions avec toutes les validations documentaires qui peuvent être celles d'un bureau de contrôle, d'un architecte, d'un bureau d'études et toutes les pièces jointes associées. En quelque sorte, on va constituer l'histoire d'un projet de construction et d'un chantier et par des systèmes de reporting évolués, on va pouvoir tracer toute l'histoire de la gestion documentaire et le cycle de vie des documents. Lié à ces 2 modules de gestion documentaire, on a créé il y a quelques temps, il y a peu de temps, mais il y a bientôt 2 ans maintenant, un module BIM-Pro d'OpenBIM collaboratif. L'idée ici, c'est de faire collaborer tous les acteurs autour de la maquette numérique. Donc, très simplement, tous ceux qui dessinent le projet vont pouvoir déposer leur maquette au format IFC sur la plateforme. Tous les acteurs, y compris ceux qui ne connaissent pas du tout l'usage de la maquette numérique, vont pouvoir la visualiser, avoir accès à toutes les informations contenues de la maquette. Ici, par exemple, sur cette diapo, on visualise une maquette fluide et une maquette structure. La maquette architecte est cachée pour qu'on voit les interactions entre les fluides et la structure. Et cette information-là, elle va être accessible à tous les intervenants du projet, que ce soit l'entreprise, le maître d'ouvrage ou un intervenant annexe qui n'a pas forcément de connaissances et de logiciels adéquats. On synchronise les modèles IFC et on assure la collaboration, c'est-à-dire l'évolution de la maquette numérique à travers un système collaboratif de gestion des issues ou des questions-réponses. C'est-à-dire que chaque intervenant va pouvoir, comme vous le voyez sur la diapo, annoter la maquette,
faire une remarque ou un commentaire et l'assigner à un des intervenants du projet pour lui poser une question ou lui demander une modification. Ensuite, une mise à jour va pouvoir être faite et la maquette va être mise à jour. Et on va évoluer comme ça dans ce processus collaboratif jusqu'à l'élaboration d'une maquette et d'un rendu qui sera validé. Enfin, le dernier module que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure, c'est profit. Donc la gestion financière du projet, ou plutôt la gestion des situations de travaux et des notes d'honoraires. Donc le principe, c'est d'intégrer sur la plateforme tous les marchés des entreprises et de faire établir les situations par les entreprises sur la plateforme. L'objectif, c'est de gagner du temps, de sécuriser la chaîne de traitement et de sécuriser aussi les traitements et les calculs qui sont faits. L'entreprise vient se connecter à la plateforme et faire sa demande d'acompte. Automatiquement, elle est transmise à la maîtrise d'œuvre, qui la valide en ligne sur la plateforme. Les documents nécessaires sont générés, les calculs sont effectués, comme les révisions de prix, les remboursements d'avance, les retenues de garantie, enfin tout ce que vous connaissez bien, et transmises au maître d'ouvrage pour validation. On voit sur la diapo suivante un exemple de vérification d'une situation par un maître d'œuvre. Ici, on reprend la DPGF d'une entreprise. Toutes les lignes en vert sont les lignes qui ont été avancées par l'entreprise et très simplement, on va vérifier que les lignes qui ont été modifiées et on va pouvoir soit valider l'avancement, soit proposer une modification. Quand on valide, on a des générations de documents en PDF, demande d'acompte et certificat de paiement qui sont au format soit standard, soit propre au maître d'ouvrage. Tout ça est transmis au maître d'ouvrage pour validation. Ici, on va assurer encore une fois la traçabilité et la rapidité des interventions au niveau traitement des situations. Et ça rassure beaucoup les maîtres d'ouvrage qui garantissent un délai de paiement beaucoup plus rapide avec un tel système qu'avec un système papier et évidemment avec des délais postaux et beaucoup de pertes de temps. Voilà, pour conclure et pas en dire trop, moi ce que j'avais envie de dire, c'est que on a essayé de mettre la révolution numérique au service des utilisateurs et au service de la gestion du projet de construction. Merci. Merci beaucoup. On va essayer de présenter Bativigie très rapidement. Donc, c'est un outil numérique qui permet de lutter contre le travail illégal, qui permet à tous les acteurs d'apporter leurs informations et d'échanger avec le maître d'ouvrage. Il vient remplacer les cartes magnétiques, les fichiers Excel et fait évoluer en fait les pratiques sur les chantiers. On y va. Oui, donc Bativigie a été créé par Frédéric Pradal, confrère économiste installé à Toulouse. Donc il s'est spécialisé pour produire cette application, car ça a été demandé par de nombreux clients qui étaient ennuyés par des contrôles systématiques par l'inspection du travail. Et aujourd'hui, donc, la lutte contre le travail illégal concerne tous les maîtres d'ouvrage. La nouvelle réglementation, vous le verrez tout à l'heure, est très claire sur le sujet. Donc la nouvelle plateforme de services pour les acteurs de la construction, Bativigie, est une réponse. Donc pourquoi évolution des droits du travail? On y va, des lois. La loi Savary visant à lutter contre la concurrence déloyale et le travail illégal. La loi Savary, c'est 12 points de contrôle avant de faire rentrer quelqu'un sur une opération. Donc ces points de contrôle sont normalement faits par le maître d'ouvrage ou délégués jusqu'au niveau des entreprises, mais sur le plan légal, c'est toujours le maître d'ouvrage qui est exposé. Donc les sanctions financières sont importantes concernant la rémunération des travailleurs, hébergement des travailleurs, sanctions de fermeture administrative du chantier s'il y a compte d'infraction. La loi Macron précise les obligations des employeurs concernant la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs. Oui, vous avez dû suivre ça, je pense, dans l'actualité. Des sociétés d'intérim roumaines, par exemple, qui font 100% de leur activité en France, alors que le détachement ne peut se faire que sur un laps de temps, une période minimum de 3 mois faite là-bas. Donc, tous ces contrôles doivent être faits, sont sévères et les amendes sont importantes. Donc, je pense que Frédéric a eu raison de proposer une nouvelle application. Alors bon, les sanctions de la loi Savary, vous les regarderez, mais grosso modo de mémoire, je sais que c'est 2 000 € par constat par personne par jour.
Donc ça peut aller très vite. Donc liste noire. Le seul système sur le marché à proposer des fonctionnalités aussi complètes. Donc c'est une plateforme qui est faite avec une équipe de développeurs informatiques, de juristes spécialisés, conçue et développée par des professionnels du bâtiment pour des professionnels. À quoi s'adresse Bativigie? Au maître d'ouvrage et donc leur responsabilité directe est de donner leur ordre pour exécuter leur devoir de vigilance. Au maître d'œuvre, architecte, bureau d'études, coordonnateur SPS pour développer leur activité. Effectivement, ce contrôle peut être fait par l'un d'entre nous. Quels sont les avantages du système? Pour les avantages, maître d'ouvrage et donneur d'ordre, souplesse du traitement, fiabilité, fluidité, reporting permanent. En cas d'incident, il y a une alerte. Pour les maîtres d'œuvre, faciliter la mise en œuvre des contrôles et de les rendre efficaces avec un système traçable qui présente 4 grands types d'avantages: souplesse, fiabilité, fluidité, reporting. Comment ça marche? Quel est le process? Abonnement, contractualisation. Donc déjà, vous vous adressez à Bativigie. Ils vous font une offre. Simplement, il faut donner les données d'entrée, c'est-à-dire taille de l'opération, délai, nombre d'entreprises, nombre de sous-traitants. Et donc, il y a un abonnement. Et ensuite, une contractualisation. L'ordre d'idée que j'ai fait chiffrer dernièrement, c'est 400 € par mois pour un projet de 10 millions d'euros, à peu près. Voilà. Les renseignements, bases de données, sont donnés par le maître d'ouvrage. Donc là, ce sont des champs qu'on peut vous faire voir, mais tout se passe simplement par Internet. Donc l'adresse des chantiers, caractéristiques, responsabilité technique du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre. Donc ça, c'est pour avoir le pédigré pénal des gens qui ont une responsabilité sur l'opération. Donc là, il y a des champs qui sont proposés pour une opération. Champ exemple, les entreprises intervenantes, les corps d'État, donc avec l'annuaire, les renseignements de la base de données par les entreprises. Donc là aussi, très vite, les noms, les dates d'embauche, les entreprises, avec bien sûr la photo et la date d'entrée, la qualification du personnel, relance et vérification par la plateforme. Une fois que tous ces renseignements sont saisis, s'il est détecté par les nombreuses bases de données qui sont CRAM, OPPTP et ainsi de suite, il y a un ensemble de choses. S'il y a anomalie, c'est la plateforme qui prévient celui qui a contractualisé cet abonnement, et le maître d'ouvrage a un rapport en temps réel. C'est ce qu'on appelle les incidents. Voilà. Les contrôles sur chantier, l'opérateur en charge de mission de contrôle, donc ça peut être un bureau de contrôle, un économiste, qui vous voulez, qui est missionné là-dessus. Il est inspecteur sécurité, entre guillemets. Donc il y a chantier, incident, pointage validé, tout ça, ce sont des champs que vous utilisez sur une plateforme toute simple. Là, il y a le nom du chantier. On ne va pas trop rentrer dans le détail parce que je n'ai pas prévu présenter cet élément. L'opérateur procède au contrôle de chaque personne présente sur le chantier. Donc, toute personne qui rentre passe par ce point. Toutes les informations sont traitées et validées ou non. Alors, s'il y a déclaration d'incident, c'est en instantané. Également, il y a une veille et la personne qui a passé le contrat est informée s'il y a des anomalies. Par exemple, non-paiement de charges ou autre. Capture d'écran d'application mobile. Sachez que ça existe et que si vous êtes intéressé, Bativigie, Frédéric Pradal vous expliquera tout ça. À l'issue des visites, envoi de rapport, c'est important. Donc, pour l'ensemble, tout le monde est contrôlé, ce qui est positif, négatif. Donc, vous avez le support. Donc, les gens qui font la mission ont un support, c'est simplement de la saisie. Reporting, pilotage, vous retrouverez plein d'écrans. C'est une présentation qui est un peu rapide. Sachez que c'est un superbe outil. C'est des missions que vous pouvez vendre. Alors, après, combien la vendre? Ça, c'est pas moi qui vous donne la réponse. Je pense que Frédéric peut vous donner ses propres prix. Il peut vous aider à préparer des contrats. Il y a une boîte à outils qui m'a envoyé dernièrement. Si vous êtes intéressé, vous aurez cette même boîte à outils. Donc, c'est l'argument commercial, les modèles de contrat à passer avec le maître d'ouvrage, tous les textes dont le maître d'ouvrage est exposé. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation improvisée. C'est un peu piteux. En fait, on est pressé par le temps, donc si vous avez des questions à poser à l'un de nos deux intervenants,
C'est soit très court, soit vous l'interceptez à la sortie, mais il va falloir qu'on... Est-ce qu'il y a des questions? Sinon... La seule précision, c'est savoir mettre en place les bonnes propositions pour tous ces services, c'est-à-dire des services qui sont facturés, d'autres pas. Par exemple, nos contrôles chantiers en drone, on s'est aperçu que ça nous faisait gagner du temps à terme. Là, c'est de l'investissement, de la formation. Et c'est comme ça, enfin, tout est comme ça. Travailler sur des plateformes Revit, c'est un coût, ou Archicad. Mais c'est rentrer dans le champ, je pense à l'exclusion. Faites attention. Les gens qui ne rentrent pas dans ce champ-là, avec les architectes et qui travaillent, qui ne font pas l'effort, mais ils seront très vite mis sur la touche, je pense. Donc il y a un wagon à prendre, prenez-le, et il y a des produits dérivés, entre guillemets. Votre contrat est produit dérivé. Vous pouvez vendre de la caméra time-lapse, ça se vend, mettons, 300 € pour un chantier de 10 millions par mois. Et c'est payé au prorata des entreprises, par exemple, où le client en paye une partie. Mais toute cette base d'images derrière, c'est un sacré support de travail. Donc toutes ces applications ont un coût, mais à vous de les vendre. Merci, merci beaucoup. Merci à tous.